Mais soudain, il y a une explosion devant elle. Quand la fumée se dissipe, elle voit une épée pointée sur la tête de Jiao Shui. En levant les yeux, c'est un Touyi imposant et majestueux. Elle vous appelle, Majesté. Puis elle entend une voix l'appeler. Elle se réveille dans son lit et une jeune fille lui annonce que Sa Majesté est rentrée saine et sauve. Il s'apprêtait à convoquer toutes les ministres dans la grande salle. Zhao Xu avait été exécuté. Shu pleure d'émotion, en disant que c'était enfin terminé. Le lendemain, après tout ce qui s'était passé, notre garçon est retourné à Tianjing pour recevoir des félicitations. Cependant, il se dit que le plan est de détruire ce maudit pays. Mais qu'a-t-il réellement réussi à détruire jusqu'à présent? La cour tout entière était en parfait ordre. Le héron était bien trop dévoué. Et il n'y avait même pas une femme fatale pour l'assassiner soudainement. Tout Su, avec ses troupes, il était déterminé à le maintenir sur le trône. Et même Tian Yuan, censé être son atout, était redevenu calme après tout ce qui était arrivé à Zhao Zhuo. Avec toutes ces personnalités en place, le pouvoir de la nation dépassait les 15 000 personnes. Alors, comment était-il censé détruire ce pays? Juste à côté de lui, Tang Yuan se demande pourquoi le garçon ne semble pas heureux après s'être débarrassé de Zhao Zihuo. Il jette un coup d'œil en arrière et voit Tout Su le fixer, faisant le geste de trancher la gorge. Chan Yuan comprend que Tu Yi n'est pas content d'être encore en vie. L'équilibre fragile entre les trois factions est rompu. Tu Su s'était déjà rangé du côté de Tu Yi, ne laissant que le camp de Tian Yuan indécis, faisant de lui la prochaine cible à éliminer. Il était peut-être temps pour lui de prendre position. Tu Yi était confus lorsque Tian Yuan a dit qu'il voulait discuter de quelque chose. Il avait entendu dire que l'empereur s'était personnellement rendu à l'armée et avait exécuté Zhao Qiu. Un tel acte apporta une grande satisfaction à tous. Cependant, il était évident que Zhao Zihuo ne pouvait contrôler les troupes que parce que Tu Yi l'avait laissé tenir le talisman du tigre. Il n'avait pas réussi à empêcher cela, donc c'était finalement sa faute. C'est pourquoi Tian Yuan était prêt à accepter n'importe quelle punition et était même prêt à démissionner de son poste de grand chancelier. Pour donner l'exemple, 2D lui dit simplement de se taire, car il n'est pas d'humeur à entendre des excuses pour le moment. Pendant ce temps, il se dit que ce type est rusé, accusant les morts à la première occasion. Tu Yi dit alors qu'il s'intéresse à un voyage inconnu à travers la dynastie Tian. Et à son retour, ils évoqueront la possibilité de sa perte. Chen Yuan est perplexe. La cour venait d'être stabilisée. Alors pourquoi De Ye voulait-il soudainement partir? Il essaie de demander à Sa Majesté de reconsidérer sa décision, mais De Yi lui demande immédiatement s'il va vraiment lui dire quoi faire. Chen Yuan change instantanément d'expression, disant qu'il n'oserait pas. 2. Il sait qu'il ne peut compter sur personne au sein de cette dynastie pour la détruire. Mais c'est pourquoi il a besoin de forces extérieures. Il connaît une tribu extrêmement puissante à Kanglang, au nord, si féroce que même les régions du sud peinent à l'affronter. Au sud, de l'autre côté de la mer, il y a la nation Jing. Leur chef, Chu Li, a été attaqué à maintes reprises par le père de Tu Huaye, mais n'a jamais été vaincu. Il y a aussi l'armée des Manches Rouges, avec d'innombrables partisans dispersés un peu partout. Les deux premières options étant trop éloignées, la meilleure solution serait peut-être de trouver l'armée des Manches Rouges et de la forcer à attaquer la nation. L'empereur de Tian deviendrait un espion pour les rebelles qui détruiraient tout. C'était exactement le genre d'histoire qu'il appréciait. Entre-temps, Chen Yuan remarque que le prince sourit à nouveau. La scène se transforme alors en une torche levée devant la caserne de l'armée des Manches Rouges. À l'intérieur, plusieurs hommes portant d'étranges masques dansent. Certains annoncent de mauvaises nouvelles, d'autres de bonnes. Une jeune fille est assise entourée de bougies et dit qu'il y a 3 mois, le nouvel empereur est monté sur le trône et a créé des troubles à la cour. Cependant, malheureusement, la chance de la dynastie Qian n'avait pas encore tourné. Cette fille était Wu Dongzun. Apparemment, elle devait être le chef de l'armée des Manches Rouges et pour être honnête, leurs manches étaient noires. Mais ignorons que c'est probablement une erreur de traduction, elle veut savoir quelle est la mauvaise nouvelle dans tout cela. L'armée des Manches Rouges est également connue sous le nom d'armée Hongzhou à ce moment-là. De nombreuses silhouettes encapuchonnées se retournent en regardant l'arrivée de quelqu'un. C'était notre cher 2 ans marchant tranquillement dans la ville accompagné de Xiao. Elle prévient que la région du Nord est chaotique,
Et même Tusu a du mal à gérer. Il répond qu'elle lui a déjà dit 8000 fois en cours de route d'être prudent. La seule chose que Tu y trouve étrange est qu'il sait que la ville de Longsing est l'endroit où la famille. Tu as bâti son pouvoir pour la première fois. Il y a 500 ans, 2 ancêtres de la famille tuèrent un dragon et présentèrent sa tête dans cette région. Depuis lors, la famille Tu gagna de plus en plus d'influence jusqu'à établir la dynastie Qian. La région de Longsing a toujours fait partie de Tu, mais récemment, différentes forces ont commencé à se stabiliser. Il sait que son père et son frère aiment tant la guerre ici. Alors, pourquoi ont-ils laissé l'armée des Manches Rouges s'y installer? Imuntusu a insisté pour qu'il emmène Shou avec lui, refusant de le laisser partir seul. Le problème était que ce n'était pas seulement Qiao. Il y avait un groupe d'hommes qui le suivaient, et ils se demandaient pourquoi ils ne pouvaient pas se déguiser correctement. L'un des hommes se retourne et demande si Sa Majesté les regarde trop. Peut-être a-t-il déjà réalisé qu'il est suivi. Un autre lève le pouce et dit qu'il a utilisé une magie spéciale pour ne pas être détecté. Shou est également là pour dire à Tianyuan qu'il n'a pas encore perdu son poste de ministre et qu'il devrait donc être dans la capitale pour s'occuper des choses. Shen Yuan répond que Sa Majesté est rusée et que le laisser à ce poste ministériel le met dans une situation difficile. C'est parce que Tusu est toujours dans la capitale, ce qui représente un risque énorme pour lui. C'est pourquoi la ville de Tianjing est dangereuse et la meilleure solution est d'y rester et de suivre secrètement Sa Majesté. Qiao dit qu'elle ne comprend pas et il répond que ce n'est pas grave car elle comprendra tôt ou tard. Tant qu'ils maintiennent le déguisement parfait, cela ne devrait pas être un problème. Mais à en juger par l'expression de Tuoye, il est évident que leur couverture n'est pas parfaite. Tuoye dit qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent s'ils sont déterminés à le suivre. Cela lui est égal. Soudain, Shou le pousse derrière elle. 2 ans regardent devant lui et voient un groupe de petits bandits bloquer leur chemin. Il semble qu'ils appartiennent à l'armée des Manches Rouges. Un homme chauve tenant un sabre dit qu'il ne les a jamais vus dans la ville et demande s'ils sont du côté de Su. Peut-être s'agissait-il d'espions de la cour impériale. Je se prépare au combat, mais Tuhi lui dit de se retenir et d'attendre. Il pense qu'il a de la chance d'avoir trouvé ces gars si facilement et se demande où est leur chef. Peu de temps après, il monte déjà les escaliers menant à la base du groupe. Le vibrant Dong Xuan est assis là au milieu des bougies, mais elle dévore nonchalamment une ribambelle de scorpions. Que se passe-t-il? Dong Xuan, la chef, est une magicienne hors pair et a le pouvoir de manipuler le cœur des gens. Elle a rassemblé des réfugiés du monde entier pour en faire ses disciples, dans le but de détruire la dynastie Qian. Il y a même d'étranges créatures qui sortent de sa bouche. Bon sang! Se léchant les lèvres, elle dit qu'il a l'audace de venir à Longsing comme ça. Tuyi demande si ce n'est pas le prince de l'armée des Manches Noires qui accueillera bientôt les réfugiés. Nul besoin de courage pour cela. Cependant, elle répond qu'à son apparence, elle doute qu'il s'agisse de réfugiés. Peu importe comment il est habillé pour dissimuler son identité, son comportement est révélateur. De plus, la femme à côté de lui a le visage de quelqu'un qui se déplace dans l'ombre et verse du sang. Tuyi la félicite, disant qu'il est attendu du grand chef de l'armée qu'il le remarque instantanément. Il prétend ensuite qu'il est un envoyé secret de la nation Jing envoyé par Sa Majesté pour provoquer le chaos dans la nation Tian. Rappelons que Jing est la nation de l'autre côté de la mer, au sud. Il dit être spécifiquement là pour coopérer avec l'armée des Manches Noires. Soudain, quelque chose touche le sol. Le surprenant. Dong Xuan se retourne et dit « Coopérer me semble merveilleux. » Elle s'approche de lui, lui disant que, puisqu'il a révélé son identité, elle n'a plus besoin de se cacher. Elle touche un endroit particulier et dit qu'il doit aussi s'intéresser à la racine de dragon cachée dans l'Empire Qian. Il est confus. Après tout, elle vient de le toucher à un endroit étrange et a mentionné la racine du dragon. Parle-t-elle de lui? Et a-t-il vraiment été démasqué? Elle explique que tout le monde sait que la racine du dragon est sur le point de refaire surface dans ce monde, c'est pourquoi la nation de Jing est également présente. Il ne comprend toujours pas bien ce que Dong Xuan lui explique. Tous les 500 ans, la nation Qian a un empereur dragon. Celui qui parviendra à lui couper la tête et à récolter la racine obtiendra le pouvoir de l'empereur et aura l'aura pour dominer le monde entier. La dernière fois que l'empereur dragon est apparu,
Un homme de la famille Tu l'a décapité et a utilisé ce pouvoir pour établir la grande dynastie. À l'époque, Tuch Tianxia, aux côtés de son frère juré Chu, ils tuèrent le dragon. Mais Chu n'en garda que des cicatrices. La situation tourna au chaos et c'est alors que chacun fonda sa propre nation. Grâce au pouvoir du dragon, Tianxia a construit la Grande Nation Qian dans le nord. Pendant ce temps, Chu utilisa ce qui restait dans le sud pour créer la dynastie Jing. 500 ans se sont écoulés et un nouvel empereur dragon est né. Quiconque lui coupera la tête changera le monde. Le système informe Tu Yi qu'il a trouvé le chemin menant à l'histoire de l'aura de l'empereur dragon. Il doit maintenant en apprendre davantage auprès de cette jeune fille pour poursuivre son voyage. Il est enthousiaste. Visiter l'armée des Manches Rouges était assurément la bonne décision. Il demande ensuite si Dongxuan recherche également l'aura de l'empereur dragon pour prendre le contrôle du monde. Cependant, Dongxuan répond qu'elle a un esprit rebelle et n'a aucune envie de devenir impératrice. Mais elle sait que la nation Jing s'intéresse à ce sujet depuis plus de 500 ans. Elle s'approche et affirme que ses terres sont sous son contrôle et qu'avec son aide, la victoire serait beaucoup plus facile. Cependant, lui saisissant le menton, elle veut savoir ce qu'elle gagne à aider la nation Jing. Tui, il n'est pas idiot. Il a étudié son histoire avant de venir ici. Dongsheng était autrefois originaire de la nation Feng, dont le village a été massacré pendant la guerre contre Qian. Au milieu de tout ce chaos, elle rencontra un immortel et apprit de lui la médecine et la magie. Elle l'utilisa pour aider ceux qui avaient souffert comme elle. Peu à peu, elle acquit une réputation parmi les réfugiés et fonda l'armée des Manches Rouges. Dans ses livres, Tu Yi avait lu l'histoire de nombreuses personnes comme elle, des âmes solitaires poussées par la guerre. Il sait que cette femme agit de manière excentrique et mystique, mais tout cela n'est qu'un déguisement pour survivre dans ces temps chaotiques. De Yi dit alors qu'il est venu discuter de coopération et apporte 2 promesses. La première était la destruction du royaume Tian, un objectif qu'ils partageaient tous deux. Dongxuan répond qu'elle sait que la nation Jing souhaite unifier le monde. La chute de Qian n'était donc pas vraiment une promesse. C'était inévitable. Yi dit que c'est pour cela qu'il a fait sa 2e promesse. Son chef voulait être reconnu comme un sage pour tous les âges, et pour cela, il avait pour objectif de réformer les lois afin d'établir le paradis sur terre, en somme, d'apporter la paix au monde. Dongxuan rougit légèrement et se redresse en entendant cela. 2. Il s'éclaircit la gorge et dit qu'il va expliquer les principes fondamentaux du gouvernement qu'il veut créer. Bien sûr, il compte utiliser de nombreux concepts modernes pour impressionner ces gens des temps anciens. Pendant qu'il leur parle, quelqu'un les observe de loin. Chen Yuhuan ne comprend pas pourquoi Yi souhaite rencontrer Dongxuan à un moment pareil. Et le pire, c'est qu'il n'entend pas ce qu'ils disent. Il demande à Shao d'utiliser une forme de magie pour écouter la conversation. Cao explique que son adversaire est également très doué en magie. Et à une distance aussi proche, cela pourrait être dangereux. Elle commence à plier une figurine en origami, affirmant qu'il existe peut-être un moyen de gérer cela. Elle active ensuite un sort de capture d'ombre. La petite créature vole vers un arbre juste derrière Yi et atterrit. 2. Yi parle à Dongxuan du développement et de l'amélioration de la vie des gens grâce à des réformes agraires, à l'agriculture, et quelque chose de ce genre, favorisant le commerce, la circulation des matériaux et l'éducation et la technologie. Chen Yuan se demande pourquoi ces mots sonnent si brisés, et Cao dit qu'ils sont trop loin. Malgré tout, Tian Yuan sent qu'il s'agit de gouvernance et qu'il y a une certaine sagesse derrière cela, mais cela semble encore trop vague et impossible à réaliser à notre époque. L'origami transmet alors la phrase selon laquelle tous les hommes naissent égaux. Xia sourit et dit que l'égalité pour tous est une idée romantique. Cependant, Chen Yuan devient désespéré en entendant cela. Il raconte que dans le passé, un homme nommé Xing Liu a tenté de défier la noblesse et a été déchiré par 5 chevaux. Si tous les habitants du ciel étaient traités sur un pied d'égalité, la dynastie Tianyuan serait ruinée. Les nobles et l'empereur attireraient le désastre sur eux-mêmes. N'ayant nulle part où s'échapper, il est sur le point de déclarer que ce serait vraiment la fin. Mais il voit alors Tu Yi continuer à parler. Tout le monde autour de lui sourit en l'écoutant.
Et cela fait réfléchir Cha Ing-wen. Il admet que c'est vraiment honteux. Alors que lui et Zhao Ziyu complotaient pour renverser Sa Majesté, Deuye avait l'ambition d'améliorer le monde pour tous. Pendant ce temps, Deuye lève les bras, épuisé. Il est fatigué après avoir tant parlé et les gens lui apportent même de l'eau. Dong Xuan le complimente, disant que ses descriptions sont très tentantes et que si cela fonctionnait vraiment, ce serait comme le paradis sur terre. Il sourit, disant qu'il savait qu'elle comprendrait. Mais son expression change et elle lui demande s'il la prend vraiment pour une idiote. Qui croirait à de tels mensonges? La nation Chehe n'appliquerait jamais de telles politiques ni ne ferait de telles promesses. Tu Yi est surprise et exige de savoir qui il est vraiment. Elle savait déjà qu'il n'était pas de la nation Jing. C'est parce que lorsque le seigneur Xu fonda la nation Jing dans le sud, il avait besoin d'aide pour accroître son pouvoir. La nation Jing a toujours été liée aux clans et aux nobles les plus puissants de la région, et une telle promesse était donc absurde. Tu Yi réalisa qu'il avait peut-être promis des politiques trop avancées et ignorait l'histoire de Jing. Il chercha désespérément un moyen d'éviter de se faire tabasser. Puis Shu se place devant lui et dit à tout le monde de rester en arrière. Dong Xuan demande ce qui se passerait si elle refusait. Ils avaient pénétré sur le territoire de l'armée des Manches Rouges et, s'ils ne s'expliquaient pas, ils mourraient tous. Mieux valait révéler leur véritable identité. Tu Yi avoue alors. Il dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle le perce à jour. Mais il est en effet de la nation Chan. Dong Xuan répond qu'elle savait déjà que les gens de Jiang étaient ceux qu'elle détestait le plus. Deuye lui demande rapidement d'attendre. Même s'il était de Qian, tout comme elle, il voulait que cette nation tombe. Shen Yuan est choqué. Shi dit que l'empereur semble en danger et demande s'ils doivent aller le sauver. Chen Yuan répond que pour l'instant, il vaut mieux faire confiance à Sa Majesté. Il doit sûrement avoir un plan. Mais intérieurement, il est extrêmement curieux de voir comment Sa Majesté compte convaincre Dong Xuan dans une telle situation. Alors que Deuye déclare avec audace qu'il est le grand chancelier et premier ministre de la nation Jiang, nommé Li Qianyuan, le véritable Lei Qianyuan est stupéfait, incapable de comprendre ce qui se passe. Dong Xuan, confus, demande s'il est vraiment Tianyuan. Tu Yi confirme avec assurance. Il a toujours rêvé de prendre le trône de Tu Yi et d'établir une nation égalitaire. C'est pourquoi il a servi ce maudit vieux Tianjin comme un chien. Mais finalement, le vieil homme est mort. Dong Xuan répond qu'elle a entendu dire que l'empereur était effectivement décédé récemment et que 2 ministres, Tianyuan est à Charles Sotenayent un prince inutile nommé Tu Yi. Mais soudain, Tu Su apparut et soutint l'accession au pouvoir de Tu Yi. Tu Yi acquiesce, affirmant que c'est exactement ce qui s'est passé et qu'il ignore totalement pourquoi Tu Su a agi ainsi. Dong Xuan dit avoir également entendu dire que Zhao Xue a été exécuté tandis que Tan Yuan a conservé son poste. Cependant, il semble qu'il ait perdu toute influence et ait même été emprisonné par To Wai. Deuyi, restant dans son personnage, dit que le damné Deuyi a vraiment essayé de le tuer, mais il s'est à peine échappé de Tianjing. Dong Xuan réfléchit un instant et dit qu'elle a entendu dire que Chen Yuan était extrêmement intelligent et talentueux. Cela a du sens compte tenu des plans gouvernementaux qu'il a présentés, mais elle a aussi entendu dire que Chen Yuan était beaucoup plus âgé. Tu Yi affirme rapidement qu'il possède des techniques pour garder sa peau jeune, mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que tant que cet idiot de Tu Yi est assis sur le trône, et ses idées de gouvernance ne verront jamais le jour. Dong Xuan se demande s'il essaie d'imiter Xing Liu, le ministre qui a trahi l'empereur. Mais elle sait que l'histoire se termine avec lui obtenant la racine du dragon et devenant lui-même empereur. Deuye lève les mains et le nie. Dong Xuan semble toujours pas convaincu et dit que pour l'instant, ils vont reporter cette discussion sur la coopération. Elle doit d'abord s'occuper d'autre chose, les rats qui se cachent ici. Shaw se rend immédiatement compte qu'ils ont été découverts, mais au moment où elle essaye de bouger, Dong Xuan est déjà à côté d'elle. Elle leur demanda s'ils aimaient écouter les conversations des autres. Shaw fouilla dans sa poche pour s'emparer du talisman et s'enfuir. Mais Dong Xuan le remarque, tournant rapidement sur le sol, impressionné par l'habileté de Shei avec les talismans. Cependant, elle dit que c'est dommage que Shei ne soit pas assez forte pour lui faire face.
Des éclairs jaillissent alors que Dong Xuan déclenche l'assaut des 8 directions. Le chapeau de chat est brûlé jusqu'au sol et elle est complètement frite. Alors que Tian Yuan tente d'agir, la main de Dong Xuan est déjà sur son épaule, remarquant qu'il avait un subordonné très intéressant à ses côtés. Avec un protecteur aussi puissant, il doit aussi être une figure extraordinaire. Elle sourit, se disant chanceuse d'avoir trouvé 2 personnes remarquables aujourd'hui. Voyant tout cela, Tu Yi réalise que son plan a complètement échoué. Et pourquoi ce garçon bave-t-il autant? Dong-su demande alors directement « Qui es-tu exactement ?» De Yi commence à croire qu'il s'est fait passer pour Tian Yuan. Tian Yuan oserait-il se faire passer pour De Yi en retour? Mais non. Cela n'aurait pas de sens si leurs âges étaient trop éloignés. Il sait qu'il ne peut pas dire une chose aussi stupide. Pendant ce temps, Tian Yuan commence à parler, tremblant. Un flashback montre un vieil homme demandant à Tian Yuan pourquoi il voulait étudier. Tian Yuan explique que son père était un érudit. Dès son plus jeune âge, il lut d'innombrables livres. À cette époque, il s'entourait simplement de connaissances, mais ne se demandait jamais pourquoi il racontait à son père qu'il voulait simplement lire. Sans jamais envisager de but plus élevé, son père lui répond qu'il doit s'attacher au ciel et à la terre, créer une vie pour le peuple et perpétuer les enseignements des anciens sages. C'était la voie que les sages enseignaient aux érudits. Cependant, son père n'était pas aussi noble que les sages. Tous ses discours sur l'attachement au ciel et à la terre ou sur la création d'une vie pour le peuple n'étaient qu'un moyen. Son père souhaitait véritablement laisser son nom dans l'histoire. Tian Yuan fut alors plongé dans ses pensées. Le vieil homme disait que la vie humaine est si courte qu'en moins de 100 ans, chacun est oublié et réduit à l'état de poussière. Ce n'est qu'en laissant son nom gravé dans l'histoire qu'une personne peut être commémorée par les générations futures, tout comme les érudits du passé. Grâce aux enseignements transmis, on peut devenir immortel. Bien que Tian Yuan n'apprécie guère les paroles de son père, elles lui ont donné un sens à sa vie. Mais la bonne nouvelle ne dura pas. Des chevaux s'approchèrent et le village entier fut incendié. La guerre avait visiblement atteint leur territoire. C'est seulement à ce moment-là qu'il a découvert que la fierté d'un érudit ne signifiait rien face à la vie et à la mort. Tout ce à quoi il s'était consacré n'était rien d'autre qu'une blague. Il regarda sur le côté et vit un homme dans un arbre qui demandait de l'aide. En disant qu'il n'avait pas mangé depuis 3 jours, le vieil homme a continué à mendier jusqu'à ce que Tian Yuan s'approche et lui offre quelque chose. L'homme l'arracha immédiatement de sa main et Tian Yuan lui dit de manger lentement. Personne ne le lui prendrait. C'est du moins ce qu'il pensait, car lorsqu'il regardait autour de lui, d'innombrables personnes affamées l'entouraient. L'un d'eux lui a demandé s'il n'avait pas plus de nourriture, et un autre a dit que s'il en avait à offrir, il devait en avoir assez pour tout le monde. Soudain, ils se mirent à courir vers lui. Ils lui criaient de tout leur donner, car il mourait de faim. Mais quelqu'un s'est interposé. C'était son père. Tian Yuan s'est demandé pourquoi cela arrivait. Son père se retourna et sourit. Mais Tian Yuan a marché sur un rocher et a dévalé la montagne. En se levant, il entendit « Les gens affamés qui disent que l'homme n'avait pas assez de nourriture, mais il pourrait être mangé à la place. » D'en bas, il n'entendait que les cris de son père, leur criant d'arrêter. À cet instant, il comprit les paroles de son père ce jour-là. La lecture et l'étude n'étaient pas destinées à des gens comme eux, ni à tous les êtres. L'étude est faite pour laisser sa marque sur le monde, non pas pour enseigner aux autres, mais pour être un animal qui tient la vie de millions de personnes. Avec cela, il a accédé au poste de premier ministre. Très jeune, il a regardé l'empereur dans son cercueil. Il dit que le vieil empereur était mort lui aussi. Finalement, il s'avéra un pion très utile. Il se tourna vers les médecins et leur demanda à quoi il servait s'il n'avait même pas pu sauver sa majesté. Chen Yuan a déclaré qu'il était inapproprié de verser du sang aux funérailles de l'empereur. Ils devraient tous être enterrés avec lui. Aïe! Les hommes hurlèrent. Il resta là, immobile, jusqu'à ce que Zhao Xiu s'approche et dise que le dernier souhait de l'empereur était que Tu Su monte sur le trône. Que ferait-il alors? Chen Yuan répondit que le nom de l'empereur n'était plus qu'un souvenir historique. L'opportunité était tombée entre leurs mains. Dans l'empire Qiang, il se tiendrait au-dessus de tous et deviendrait un leader de ce monde. De retour dans le présent,
Dongshuan lui demande à quoi il pense tant et exige qu'il réponde. Qui est exactement D? À ce moment-là, Tu Yi se demanda si Tianyuan pourrait se faire passer pour Qiu Yi, mais leurs âges ne correspondaient pas du tout. De Yi prit la parole et retira soudain son chapeau. Il se présenta comme l'empereur des Qiang, Tu Qianjun. Évidemment, il s'agissait du père décédé de notre garçon, qui est maintenant sous le choc. Il affirme qu'il n'est pas réellement mort. Tandis que De Yi se tenait là, essayant de comprendre ce qui se passait, Dongshuan reste silencieux, bouillonnant de rage. Elle l'attrape par le cou, exigeant de savoir s'il se moque d'elle. 2 ans, tenant toujours sa hache, car il sait que Dongshuan déteste la dynastie Qiang au plus profond de son être. S'il n'était pas désespéré, il ne risquerait jamais sa vie en venant ici. Il prétend mépriser ce garçon rebelle. Tuye, le blâmant pour tout ce qui était arrivé. Ce fils ingrat était extrêmement ambitieux et rusé. Il faisait toujours semblant d'être idiot, alors qu'il ne l'était pas. Leur père a toujours cru qu'il était le plus incompétent de tous ses fils. En arrière-plan, Zhao est au bord de l'explosion. Comment ce salaud ose-t-il voler le titre de l'empereur? Dans un moment pareil, Tuye, se faisant passer pour l'ancien empereur, affirme qu'il n'aurait jamais imaginé que son fils s'allierait à de nombreux ministres et comploterait pour s'emparer du trône. Un complot qui dura des années, impliquant même Zhao Shui. Dongshuan commence à se demander pourquoi tant de secrets de la cour lui sont révélés aujourd'hui. Tu Yi continue de prétendre que la seule personne qui lui est restée fidèle était Tang Yuan, qui dans ce cas est Tu Yi, se faisant passer pour Tian Yuan. Lorsque De Yi a décidé de prendre tout le pouvoir, il n'a eu d'autre choix que de simuler sa propre mort et de s'échapper. Il garda Tian Yuan à la cour pour créer un conflit entre De Yi et Zhao Zuo. Mais tout tourna mal. C'est parce que son autre fils ingrat, Tu Su, aide De Yi à tuer Zhao Zuo et à établir la cour. Maintenant, Qiu est encore plus en colère. Cet homme ne ternit pas seulement la réputation de Yi, mais aussi celle de Su. Elle jure que bientôt cet homme subira le même sort que Zhao Zuo. Dongshuan lui demande froidement s'il a couru jusqu'ici comme un chien battu sous ses griffes. Il plaide, appelant Tu Yi, prétendant toujours être Tian Yuan, un ministre cruel depuis si longtemps. Il dit avoir insulté l'empereur de son plein gré et enduré de grandes épreuves. Zhao s'apprêtait à le frapper lorsque soudain De Yi lui joignirent les mains. Il dit qu'insulter sa majesté était un mal nécessaire et qu'il méritait 1000 fois la mort. La colère de Qiao s'apaise. Elle voit que le garçon est prêt à coopérer avec Tian Yuan. Dongshuan le jette au sol. Elle dit qu'elle s'en fiche, car sa haine pour la dynastie Qian ne cessera jamais. Ils sont entrés sur son territoire sans laisser de traces, alors bien sûr, ils ne repartiront pas indemnes. Il se lève lentement, disant qu'il n'est rien de plus qu'un homme qui a perdu son trône. Et même si elle pourrait le tuer, il sait que ce n'est pas la meilleure option, car la dynastie Qian existerait toujours, et tuer un roi qui n'est plus roi ne lui apporterait pas la satisfaction qu'elle recherche. Dongshuan s'arrête un instant et accepte. Tuer un seul ne suffirait pas. Elle voulait voir la famille se détruire, la nation entière s'effondrer, le pays détruit et la lignée anéantie. Chen Yuan semble terrifié, mais De Yi célèbre intérieurement, pensant que cette scène de la destruction de la nation est la meilleure issue pour lui. Se faire passer pour son père était le plan parfait. Ainsi, il ne mourrait pas, car Dongshuan aurait voulu l'utiliser pour attiser le conflit. Se faisant appeler le destructeur, il pense que, comme prévu, il peut vraiment compter sur quelqu'un d'aussi intelligent que lui. Dongshuan demande alors si, outre le désir de s'emparer du pouvoir de l'empereur dragon, il recherche également le soutien de ses troupes. Tu Yi admet que oui, car l'armée du royaume Tian est la 2e plus puissante. Ensemble, ils pourraient détruire la dynastie. Mais Dongshuan l'interrompt, lui disant d'arrêter de rêver. Même si elle adorerait voir les 2 familles s'effondrer, utiliser son armée pour aider l'ennemi est aller trop loin. Et c'est quelque chose qu'elle ne fera jamais. Tu Yi rit et dit que si Dongshuan ne veut pas l'aider, pourquoi ne pas aider Tian Yuan à la place? Immédiatement, Tu Yi a un air stupide, gros et confus sur son visage. Il dit qu'après tout ce qui est arrivé à ses fils, il est las du trône. Dongshuan semble sceptique, mais il insiste. Non seulement il veut se débarrasser de ses 2 fils ingrats, mais il doit aussi placer sur le trône quelqu'un qui pense au peuple. Shang Yuan, affirme-t-il,
est la personne idéale pour cela. Les soldats autour d'eux, épuisés par toute cette histoire, restent assis, attendant de voir ce qui va se passer ensuite. Dong Xuan soupire également, lassé de toutes ces discussions, et leur ordonne de le jeter aux chiens. Tu Yi, se faisant passer pour Tian Yuan, il déclare rapidement pouvoir prouver son identité. Il révèle le sceau impérial, un objet destiné à être offert au futur successeur et à la nouvelle impératrice. Dong Xuan est momentanément confuse, se demandant quand elle est devenue impératrice. Mais elle commence à comprendre que tout ce qu'il a dit pourrait bien être vrai. De Yi se tient là, complètement dévasté, tandis que Tang Yuan, toujours déguisé en De Yi, dit que c'est un cadeau de mariage. Soudain, une main saisit l'épaule de Q Yi. Dong Xuan sourit et dit que compte tenu de tout ce qu'il lui a dit, il ne semblait pas être une si mauvaise personne. Personne? Elle admirait ses idées pour gouverner le pays, il était donc digne d'être son homme. Et sans plus attendre, elle dit qu'il est temps pour eux de consommer ce mariage. Chen Yuan tente de dire quelque chose, mais elle lui donne un violent coup de coude dans la nuque. Avant qu'il puisse protester, elle le prend dans ses bras en style nuptial, l'emportant tout en disant à Xiao de ne pas s'inquiéter. Elle ne maltraiterait pas son maître, ou peut-être que Xiao voudrait les rejoindre dans la chambre nuptiale. Xiao devient rouge vif et crie à ce pervers de se taire. Pendant ce temps, Tang Yuan est emporté, pensant que maintenant tout dépend de sa majesté, il doit devenir le vrai dragon. Tu Yi peut se permettre de décevoir, car désormais, le rêve de Tian Yuan d'entrer dans l'histoire repose entre ses mains. Plus tard dans la nuit, Xiao se tient à proximité lorsqu'on lui dit de se calmer et de s'éloigner un instant. Apparemment, elle est restée sur place pour observer la scène. Et c'est ce qui s'est passé. Le magazine était long et les coqs chantaient déjà bruyamment. La porte grince et Dong Xuan sort en s'étirant. Elle fait un bruit de dédain envers Xiao, qui lui lance un regard furieux. Puis il remarque que quelqu'un se traîne hors de la pièce. C'est Tian Yuan, ou plutôt Doya, ressemblant à un squelette, même chauve. Il se traîne, pensant être presque épuisé. Mais pour détruire la nation, tout sacrifice en valait la peine. Il est stupéfait de l'audace de Chen Yuan, non seulement pour apporter le sceau impérial, mais aussi pour le trahir ainsi. L'avenir était prometteur. Dong Xuan lui dit d'arrêter de ressasser tout ce qui s'est passé, car il était temps pour eux de se rendre à la caserne et de commencer à planifier. Le pauvre homme, encore hébété, se demande s'il commence vraiment si tôt. Au milieu des montagnes, quelqu'un porte une torche. C'est leur groupe qui se déplace dans une grotte et Dong Xuan dit « Ils sont presque là ». De Yi ressent une étrange sensation à propos de tout cela. Soudain, il voit que la sortie et Dong Xuan annonce qu'ils sont enfin sur le point de les rencontrer. Tout le monde est stupéfait par la vue. Au-delà de la grotte et entre les montagnes, Dong Xuan révèle les mendiants qui se cachent à la base de l'armée des Manches Rouges. Ce ne sont pas seulement les soldats aguerris qui forgent des armes. Il y a une foule impressionnante. Xiao remarque discrètement qu'il y a trop de monde ici. Il est impossible qu'ils fassent tous partie de l'armée. Dong Xuan observait la société Shanhei, le groupe Yuan-Tian, members de l'Alliance, et même la secte Shaolin. Les mendiants étaient là aussi. Elle a expliqué que tous ces groupes, petites et grandes factions rebelles, il avait autrefois fait partie de la nation Shan. Cependant, la garde Khan était également présente. Tu y réalisa rapidement qu'il était désormais dans le cœur des rebelles qui le haïssaient le plus. Tout le monde le regardait, et il pensait que chacun d'eux avait l'air plus rebelle que le précédent. Pourtant, il sourit, pensant que Li Xin avait des ressources essentielles pour détruire sa nation. Chen Yuan était stupéfait. Même encerclé par les ennemis dans leur base, Yi marchait avec assurance, souriant même, digne d'un homme de sang impérial. C'est à ce moment-là que Chitiun a commencé à se demander si le garçon était déjà au courant de l'émergence de la veine du dragon et s'il s'était allié aux rebelles pour les anéantir tous d'un coup. À ce moment-là, quelqu'un semble prendre Tu Yi au dépourvu. Un homme portant un bandana s'approche et dit « 2D me semble familier ». Il lui demande de quel groupe rebelle il est issu. Notre garçon se présente comme Tian Yuan, le premier ministre exilé de la nation Chan, et précise qu'à ses côtés se trouve l'ancien empereur Tu Kanjun. Le gars rit et dit qu'au moins le nouveau frère est plutôt drôle. Mais cette blague n'était pas si drôle que ça.
Puis Dong Xuan intervient et déclare que ce qu'il dit n'est pas une blague, mais la vérité. Immédiatement, tout le monde la salue, l'appelant le grand taoïste Dazhu. Elle lui demande s'il est déçu. Pensait-il vraiment que, simplement parce qu'il concluait un marché avec elle, tous les autres le soutiendraient pour la même raison? Elle prévient qu'il y a un risque que ces hommes de l'armée ne le soutiennent pas. Et comme c'est une femme d'affaires, elle ne misera pas tout d'un côté. Il semble penser que cette maudite femme veut qu'il les convainque gratuitement. Soudain, elle écarte les bras et déclare qu'elle ne veut pas devenir impératrice, mais qu'elle est prête à soutenir quiconque aspire à s'asseoir sur le trône du dragon. Cette fois, ceux qui aspirent au pouvoir du dragon auront une chance équitable de concourir. Qian Yue sait que cette femme utilise l'événement du dragon comme un piège pour attirer toutes les forces rebelles et sélectionner les plus fortes d'entre elles. Cela suffirait à former une armée redoutable pour attaquer Qian. Et Dong Xuan sourit, pensant que quelle que soit l'issue des événements, au final, elle ne perdra pas. Chan Yuan se demande si notre garçon peut gérer une femme dotée d'une stratégie aussi astucieuse. Toyi dit de ne pas s'inquiéter, car plus il y a de participants, plus c'est amusant. Après tout, au final, le résultat sera le même. Il pense que peu importe qui gagne, ce qui compte, c'est de trouver quelqu'un qui détruira la nation maudite de Qian. Dong Xuan lui prend le menton et dit qu'il n'est pas étonnant qu'elle commence à l'apprécier. Il a une confiance en lui qu'elle n'a jamais vue auparavant. Même si elle est entourée d'innombrables hommes, aucun d'entre eux ne pouvait rivaliser avec notre garçon. Un vieil homme à l'aura violette demande si les seuls concurrents sont ceux de la nation Jing. Tu Yi se demande alors si cette nation ne se joint pas à ce chaos. Dong Xuan dit qu'il est naïf s'il pense que la nation Jing ne se battrait pas pour la veine du dragon. D'après ses calculs, il devrait arriver bientôt. Juste à l'entrée de la base, quelqu'un s'approche d'un homme aux cheveux roux, un gars étrangement musclé et une femme très dansante ressemblant à Cléopâtre jouant de la flûte. Dong Xuan pose sa main sur sa taille et demande à Chen Siming s'il n'est pas allé recevoir les gens de la nation Jing. Il répond qu'il était avec un groupe de taoïstes et qu'il ne lui désobéirait jamais. Alors, il les a amenés personnellement. Ils ont tous les deux l'air choqués. Chen Siming dit alors qu'il a apporté la tête de la personne et demande si cela suffit. Il regarde les trois à l'entrée, puis il jette la tête qui roule et atterrit devant eux, complètement morte. Dong Xuan répond qu'elle lui a demandé d'accueillir les participants. Alors pourquoi est-ce arrivé? Il rit. Il s'approche et dit qu'il ne peut pas être blâmé pour quelque chose comme ça. C'est la faute de ce type d'être si faible et oups, sa tête vient d'exploser. Dong Xuan répond qu'elle sait qu'il n'est pas satisfait de sa position dans le groupe et qu'il veut la lui voler. Mais semer le trouble à un moment aussi critique est très risqué. Non loin de là, Xiao s'amuse de constater que même parmi les rebelles, une lutte de pouvoir fait rage. Chen Siming affirme être accusé à tort et qu'il sera toujours fidèle à Dallas Dazhu. Il pose la main sur sa poitrine et dit à tous qu'elle veut mettre fin à la dynastie Qian, mais qu'elle refuse aussi de devenir impératrice. C'est pourquoi, en tant que subordonné, il leur faut trouver quelqu'un digne de ce poste. Il désigne les restes au sol et dit « C'était Qiu Shidao ». Le grand prince de la nation Jing. Il était connu comme le général numéro 1 et dirigeait un bataillon invincible. C'est pourquoi il vint en quête du pouvoir du dragon. Mais il a été complètement vaincu par les démons des plaines. Il ne semble même pas savoir qui sont ces habitants des plaines. Et Cléopâtre là-bas, l'auteur, dont je sais qu'il attirera l'attention, affirme qu'ils ont été vaincus par sa fille, Aïna. Cléopâtre s'appelle Aïna, et elle est la vierge sacrée des peuples des plaines. Et cette chose sur laquelle elle monte semble être sa soi-disant fille. D'autres rebelles la pointent du doigt et affirment que ces démons des plaines n'étaient pas les bienvenus. Ils convoitaient le pouvoir du dragon, mais se surestimaient. Aïna les regarde et demande si cette meute de chiens aboie après elle. Elle admet qu'il est vrai que la nation Kia était bien plus prospère que celle des plaines. Et pourtant, si cet endroit était si génial, aucun d'entre eux ne jouerait au cosplay rebelle. Oscar, confus, lui demande d'expliquer ce qu'elle fait là. La jeune fille déclare alors qu'elle va conquérir la tête du dragon et unifier le nord et le sud. Quiconque partageait l'objectif d'unifier le monde entier sous une même règle pouvait les rejoindre. Tout le monde semble être touché par cette influence.
Même Dong Xuan pense qu'unifier le monde et mettre fin au chaos pourrait être une bonne idée. Chen Yuan sait qu'unifier le monde laisserait un héritage durable dans l'histoire. Tout le monde parle de la prétendue grandeur de Tu Yi sans comprendre ce qui se passe. Apparemment, c'était du lavage de cerveau. Il se rend compte que quelque chose ne va pas avec cette femme, et c'est étrange car il ne peut pas voir ses statistiques sur le panneau. Voilà, les amis, le panneau que l'artiste a mis 36 minutes à dessiner. Merci, artiste. Aina explique ensuite que toute personne souhaitant participer doit passer un test et que seuls les membres les plus talentueux sont acceptés. Il semble qu'elle copie la phrase de quelqu'un, et Tu Yi termine en disant qu'il n'accepte pas les déchets. À ce moment-là, elle le regarde, se demandant comment il connaît cette phrase, et notre garçon pense que cela lui semblait si familier qu'il a instinctivement répondu. Un type se plaint, demandant s'il traite tout le monde de déchets, et il dit qu'il aidait juste la fille à finir sa phrase. Puis il se tourne vers Aina et lui demande si elle dit qu'il est déchet. Elle répond qu'elle ne parle pas de lui. Elle dit que tous les autres là-bas sont des ordures. Bon sang, je commence à croire que cette fille a aussi transmigré. Les gens se mettent en colère contre elle, se préparent à l'attaquer, prétextant qu'elle paiera pour avoir dit ça. Ils lui sautent dessus, prétextant que c'est sa fin. Mais Aina appelle simplement Aya, son petit monstre, et lui demande de l'aide. L'étrange créature pousse un grand cri, et instantanément quelqu'un est attrapé par le coup. Bon sang, c'était quoi ça? La foudre a frappé et le gars s'est désintégré, on dirait. Elle a sauté et a frappé un gars, vers un autre qui a été projeté au sol. Les gens volent et meurent partout. Pendant ce temps, notre garçon repousse son groupe, disant qu'un homme intelligent sait quand le danger est plus grand que la force. Cependant, Aina le remarque et désigne Oya, lui disant de donner la priorité à la mort de cet homme. 2. Il pense que cette fille est si mesquine. Il vient de finir sa peine et maintenant il mérite la mort. Aina pense qu'il est le seul à ne pas être affecté par ses capacités. Donc, dans une histoire principale, il serait comme un mini-boss. Son monstre arrache une autre tête et charge ensuite vers 2 ans. Cependant, Asha active sa technique d'évasion tandis que Dong Xuan délivre un puissant coup de pied arcanique à la tête du monstre. Elle prévient Aina qu'elle a fait une erreur en rejoignant l'armée de Hongsu, pensant qu'elle pouvait tuer qui elle voulait. C'était un énorme manque de respect envers Dallas Daju. Soudain, Aina se calme et dit de ne pas s'inquiéter, elles ne sont pas ennemies. Une fois de plus, elle active son pouvoir, affirmant qu'elles partagent un objectif commun, détruire la dynastie Chen. L'expression « détruire la dynastie Chen » résonne dans l'esprit de Deuye. Il se demande pourquoi cela se produit et si c'est le résultat de la capacité de cette femme. Il regarde sur le côté et voit Dong Xuan répéter les mêmes mots, en transe. Aina se tient là, avec son sourire sinistre. Soudain, elle se retourne et dit qu'il pourrait d'abord tuer l'ancien empereur de Qian. À ces mots, Aina sourit. Elle ne s'attendait pas à avoir l'ancien empereur à ses côtés. Elle vise tout le groupe de notre garçon, celui qui est toujours protégé par les femmes. Mais maintenant, au moins, il connaît le pouvoir de la jeune fille sacrée. Chacun a une certaine obsession dans son cœur, et la capacité de cette femme est d'amplifier cela et de l'aligner avec ses plans. Aina dit alors de détruire la nation Shan et de continuer à tuer tout Kongjun sous son contrôle. Dong Xuan se dirige vers Deuye, répétant qu'elle va le tuer, se bouchant les oreilles. Deuye dit qu'il connaît déjà ses capacités grâce au système et qu'il est conscient de ses défauts. Soudain, une main arrête Dong Xuan. C'est notre garçon qui dit que cet homme n'est plus l'empereur Qian. Le tuer ne détruira pas la dynastie Qian. Dong Xuan s'arrête brusquement et se met à pleurer. Du moins, c'est ce qu'il dit. Mais Aina semble exploser de rage. Puisque son pouvoir repose sur la manipulation verbale, il suffit d'exposer sa faille logique. Ainsi, sa capacité se brise. Mais soudain, il remarque quelque chose en arrière-plan. Elle est plus en colère que jamais. Elle demande à Dong Xuan si son rêve d'enfant n'était pas de détruire la dynastie Qian. Alors pourquoi, maintenant que la cible est juste devant elle, hésite-t-elle autant? A-t-elle perdu sa volonté? Une fois de plus, il tente de le tuer tandis que Dong Xuan se retient. Notre gars essaye de dire quelque chose, mais il n'a pas le temps et il manque de se faire frapper, tombant sur le côté. Il réalise que cette fille veut juste tout résoudre par la force brute. Malheureusement pour elle, sa capacité a un autre défaut.
Il demande ensuite à Dong Xuan si elle serait satisfaite si deux Qianjun mouraient. Quel est son véritable objectif? Détruire la nation Shan ou créer un havre de paix dans les plaines centrales, une idée qui reste totalement figée. Dong Xuan commence à parler d'une terre paisible. Puis elle commence à parler de la mort. Elle se tient la tête, confuse. Pendant ce temps, Aina lui demande ce qu'elle fait. Tu Qianjun répond alors que l'obsession d'une personne se limite rarement à une seule chose. Dong Xuan en est un parfait exemple. Elle était obsédée par la destruction de la nation Shan, mais aussi par l'instauration d'une ère de paix. Cependant, le pouvoir d'Aina ne lui permettait pas de choisir quelle obsession amplifier. À cet instant, son désir de créer un monde pacifique était plus fort. Aina est confuse, ne comprenant pas comment ce garçon en sait déjà autant sur elle et Dongjun. Puis il lève le bras et désigne Dongjun du doigt. Il dit que si le monde tombe sous le contrôle de cette femme, le Nord envahira la région centrale. Alors comment sauverait-elle le peuple de ce pays? Il est désormais certain d'avoir créé dans son esprit un conflit irrésolu. La seule option est de provoquer un crash du système. Ce crash système est un peu particulier. Mais d'accord. Aina est surprise et Dong Xuan commence à s'évanouir jusqu'à ce que quelqu'un la rattrape. Notre garçon arrive avec son clavier en feu, disant que lorsqu'il s'agit de débat, c'est le maître qui règne sur tous les forums du monde. Aina rit, le désigne du doigt, et trouve drôle qu'il pense pouvoir gagner contre elle dans cette affaire. Tout le monde là-bas reste silencieux pendant un moment. Le monstre commence à se lever, comme le dit Aina. L'ancien empereur sera épargné aujourd'hui. Ce serait génial de l'avoir comme pion. Mais Tu Yi ne voulait pas en sortir vivant. Maintenant, elle est confiante, même si elle a perdu le contrôle de Dong Xuan. Dong Xuan s'est évanoui. Il n'a donc aucune défense. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que deux autres femmes protégeraient notre garçon. Cependant, Aina ne semble pas s'en soucier et dit que les tuer serait aussi facile que de mettre la main à la poche. Je n'avais jamais entendu ça auparavant. Le monstre charge en avant. Il se dirige droit vers les deux. La main de Mana se tend déjà vers notre garçon, et personne n'a encore rien fait. À la dernière seconde, Shao parvient à lui poignarder l'avant-bras. Puis Asha plaque 3 talismans sur le visage du monstre et active la Triple Humiliation Destruction. Quoi? Ce geste porte même le nom d'humiliation. Sa créature est projetée au loin, s'écrasant dans des tentes. Et Aina reste confuse, ne comprenant pas ce qui vient de se passer. Qui étaient ces deux femmes à ses côtés? Asha dit que leur chance est arrivée. Mais Shao l'avertit de ne pas baisser sa garde. En regardant le bois détruit, elle est sûre que ce n'est pas fini. Soudain, une fenêtre de citerne indique que le sceau a été levé. L'obésification commence et de nombreuses statistiques augmentent. Le système semble demander à Aina si elle souhaite supprimer. Harry surgit avec une aura verte. Bien sûr, elle dit non. Le monstre commence alors, se transformant en ce qui ressemble à un loup-garou, et il pousse un rugissement à côté d'elle, disant que maintenant, les choses deviendraient amusantes. Asha et Xiao se demandent si la femme s'est transformée en chien. Le groupe est terrifié, et Dongjun semble être inconscient. Réveillez-toi, ma fille. Les deux restent figés quand soudain, la créature se précipite et place un genou droit sur le visage d'Asha. Wow, mec! Ne frappe pas la fille comme ça. Shao regarde sur le côté et se fait presque frapper aussi. Mais le loup continue d'avancer, lancer un déluge d'attaques. Aina explique que cette créature a été élevée par des loups sauvages lorsqu'elle était enfant. Elle avait une soif de sang insatiable et elle était la seule à pouvoir contrôler sa folie. Cependant, en attaquant maintenant, ils ont brisé le sceau et en ont payé le prix. Pour Xiao être battue et attaquée de toutes parts, elle ne trouve aucune chance d'esquiver quoi que ce soit. Le monstre ouvre ses mâchoires et mord son épaule. Soudain, Asha se lève derrière eux. Le monstre qui tient Xiao par l'épaule la claque sur Asha. Tous deux réalisent que la créature est désormais à un niveau complètement différent. Ils s'écrasent contre un mur et Tu Yi s'approche. Demandez s'ils vont bien. Xiao lui dit de ne pas s'approcher davantage. Le garçon se fige alors qu'elle se relève, réalisant que le monstre est beaucoup plus fort et plus rapide qu'elle. À ce stade, elle ne peut compter que sur les talismans qu'Asha utilisait auparavant. Le problème, c'est qu'Asha semble déjà s'être évanouie. Pork Xiao dit qu'hier, elle a été frappée par la foudre de Dong Xuan et qu'elle va maintenant mourir d'une morsure de chien. Elle sent quelque chose approcher et dit au prince toussu que peut-être elle va vraiment mourir ici. Mais soudain, le loup s'arrête un instant. Le groupe de rebelles se place devant.
Shaolin demande depuis quand l'armée autorise les chiens à se promener dans la cour. L'homme moustachu répond que si cela continue, ils perdront tous les 5 le respect. Les 2 autres disent qu'il est temps d'en finir. Un gars avec un bandana dit qu'il serait parfait d'utiliser la peau de ce monstre pour faire un manteau. Immédiatement, les autres rebelles commencent à les encourager, leur disant d'aller de l'avant et de tuer la bête. Notre garçon est tout excité, lui aussi, et dit que les chefs rebelles sont enfin arrivés. Joe sourit tandis que les gars commencent à rayonner. Ils chargent, ils doivent être faibles et sur le point d'être anéantis, non? Bien sûr, mec. Ils ont été pris dans une étreinte d'ours et plaqués au sol. Explosion, de la fumée explose et quand la foule regarde, seules leurs petites âmes flottent hors de leur corps. À ce moment-là, Aina se tient le ventre et ne peut s'empêcher de rire. Mais soudain, Shah regarde sur le côté et demande ce que cette personne fait là. Au même instant, le loup s'approche d'elle. Sachant qu'elle ne peut s'échapper, elle attrape Shah et la jette entre les mains de Tu Ye, lui disant qu'il avait un besoin urgent d'embrasser cette femme, mec. Même s'il ne le voulait pas, il n'avait pas le choix, car elle lui enfonça la tête dans la bouche. Le garçon se sacrifia, véritable héros de la nation. Mais il devait tenir une eau de coco ou quelque chose comme ça, parce qu'il se fait qu'elle coule autant et ça continue comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il se sert de sa main. Qu'est-ce qui se passe, mec? Notre garçon en profite pleinement. Ah oui. Xia doit perdre la raison et avoir une femme à détester. Dans ce cas, elle va battre Xiao. Maintenant, je veux voir ce qu'elle va faire avec ça. Soudain, les yeux de Shah commencent à briller en violet, tandis que le petit loup semble confus devant leur bave. L'énergie commence à jaillir de son corps. De l'électricité. De l'électricité émane de la fille. Elle demande, pensant voler son homme. Zhao se réjouit que ça ait fonctionné et s'enfuit immédiatement. Mais elle crache déjà une boule d'énergie violette. Shao jette un coup d'œil en arrière et esquive. Laissez l'explosion frapper le loup. Apparemment, il ne peut pas réagir à temps, et la moitié du terrain explose. Aina crie après Black Fang, mais une seconde plus tard, Shah était déjà derrière elle. Alors qu'Aina se retourne, Shah est déjà derrière elle, demandant comment elle ose toucher son homme. Elle tire une explosion sur elle, mais Croque-Noir intervient en criant « Il protégera son maître ». Aina paraît étonnamment calme malgré tout ce qui se passe, et l'explosion recouvre tout de fumée. Quand la fumée se dissipe, la pauvre créature gît au sol. Aina baisse les yeux, mais Xiao lui a déjà placé un couteau sur le cou, l'avertissant de se taire. Si elle dit quelque chose, elle va perdre sa langue. Pendant ce temps, notre garçon regarde autour de lui et réalise que le camp rebelle dont il avait tant besoin a été complètement détruit. Il se tourne avec colère vers Aina, qui a maintenant peur. Il est sûr qu'elle ne l'aidera pas à détruire la nation Chan parce qu'elle n'a ni système, ni fenêtre, ni statut. Sentant sa haine, elle active son pouvoir et le supplie de ne pas la tuer, lui ordonnant de baisser son épée. Mais je sais que cette femme est trop dangereuse et que son pouvoir pourrait le tuer avant qu'il n'accomplisse sa mission. Il doit donc mettre fin à tout cela pour que la mission soit un succès. Soudain, elle parle d'une fille magique portant un sac de riz. Apparemment, c'est une phrase tirée d'un vieil anime appelé Detective Conan. En entendant cela, 2D arrête son attaque et tout le monde autour de lui semble confus. Il retire l'épée de sa tête et demande si elle vient également d'une autre dimension. À ce moment-là, immédiatement, elle se jette à ses pieds. En pleurant, il dit « Oui, elle aussi est une transmigratrice arrivée dans ce monde. » Il demande alors à Xiao de ne pas la tuer tout de suite. Il doit d'abord lui parler et comprendre ce qui se passe. La pauvre fille est là, sanglotant à ses pieds. Juste à ce moment-là, Dongzhuan se réveille. Apparemment, alors qu'elle était debout plus tôt, l'artiste a oublié qu'elle n'était pas censée être debout. Elle se lève et voyant la destruction, demande ce qui s'est passé. Elle regarde Lin Chun et voit la femme à côté de lui. Immédiatement, elle désigne Aina du doigt et dit qu'elle mérite la mort pour l'avoir contrôlée ainsi. Mais De Yi lui dit d'attendre car la vie de cette fille pourrait lui être utile. Cependant, Dongzhuan le réprimande, lui disant qu'il devrait cesser de convoiter une femme d'une autre race et qu'ils doivent s'occuper d'elle. Aina supplie un instant, portant un visage en colère. Puis elle dit que c'est bien puisqu'il l'a sauvée une fois, elle lui permettra de faire ça. Notre garçon demande alors une chambre insonorisée car il va avoir une conversation sérieuse.
Je pensais que Dong Xuan pourrait devenir méfiant, mais elle part simplement en disant qu'elle va le préparer. Tu Yi se demande si ce n'était pas de la jalousie. La scène se déplace au fond d'une grotte. Une table couverte de sang. Ce n'est clairement pas un endroit accueillant. En voyant tout cela, Aina tremble de peur à l'idée d'entrer dans la pièce. 2. Il pense que Dong Xuan a mal compris ses intentions pour cette conversation. Mais pour assurer sa sécurité, il avait vraiment besoin de confirmer son identité en premier. Il dit quelque chose comme « Les nombres impairs changent, les nombres pairs non ». Et elle termine la phrase en disant « Vérifiez les symboles du quadrant ». Ti. If Kim Pao. Apparemment, ils vont se lancer des citations d'animés, des histoires et des références pour confirmer qu'ils sont tous les deux transmigrants. Après environ 300 références, il s'essuie le front et dit qu'il semble qu'ils viennent du même monde. Puis il lui demande comment elle est arrivée ici. Elle fait une grimace bizarre et dit que c'est une histoire étrange qui s'est produite il y a quelque temps. Elle a demandé dans un forum vers quelle dynastie les gens aimeraient le plus transmigrer. Un utilisateur nommé Night Emperor a commencé à l'insulter. Elle disait que seul un idiot voudrait remonter le temps. Elle s'est énervée et a déclenché une guerre des claviers. Mais elle a accidentellement renversé un verre sur son clavier, ce qui a provoqué une panne de courant. Elle s'est soudainement réincarnée en un bébé confus. Elle dit que tout cela paraît ridicule, mais elle réalise que le chevalier empereur était en fait lui. Le plus étrange, c'est qu'elle a migré dans le corps d'un bébé. Il terre une petite chaise et lui demande comment elle savait qu'il était déjà assis en tant que transmigrant. Elle dit que c'est parce qu'il a compris cette référence lorsqu'il a terminé sa phrase sur le fait que tout le monde était nul. L'idiot est assis là, réalisant qu'il a vraiment fait une erreur en laissant échapper ça. Elle se penche ensuite vers eux et dit qu'en tant que transmigrant, il devrait former une équipe. Il demande comment et pourquoi, et elle se demande s'il se considère toujours comme Lee Chen-yun. Elle envoie alors un message mental disant que même en tant qu'officier de haut rang, il doit avoir du mal à s'adapter à cette vie avec sa main sur son visage. Il admet que c'est évident. Avant, il passait ses journées à jouer, à boire du soda et à regarder des vidéos. Mais maintenant, la nourriture est infecte. Dormir sur ce lit dur est insupportable. Et sa vie est une torture. Apparemment, pendant le message mental, elle a essayé d'activer à nouveau son pouvoir. Elle est confiante, car il semble ne pas avoir remarqué qu'il est influencé. Elle lui demande s'il a acquis des capacités spéciales depuis sa transmigration. Il répond que non, qu'il n'a qu'un système inutile. Elle commente qu'il semble que sa transmigration n'ait pas été aussi facile que la sienne. Puis elle lui demande s'il veut que sa grande sœur l'aide. Soudain, elle se sent confuse. Il y a un instant, elle implorait sa pitié. Alors pourquoi agit-elle comme si c'était elle qui commandait maintenant? Elle lui demande alors si son but est de détruire la nation Shan. Il dit oui, et alors? Puis elle se retourne en disant qu'elle savait qu'il voulait détruire Qian et devenir lui-même roi. Mais il pense que cette femme se trompe complètement. Il veut détruire la nation Chan et quitter ce monde. Qui voudrait rester dans un endroit aussi horrible? C'est alors qu'il réalise qu'elle essaie d'utiliser son pouvoir pour le contrôler. Soudain, elle commence à enlever sa chaussure et dit qu'elle pourrait même lui donner une veine de dragon. S'il l'écoute, elle peut lui proposer de lui embrasser le pied, car elle est sûre qu'il n'a jamais rien fait de tel. La fille lui met le pied au visage et il est furieux. Soudain, il lui couvre la bouche et lui noue un bandana. Elle ne peut plus parler. Et il commente cette absurdité à propos d'attraper la tête du dragon et de devenir roi. Il dit qu'il en a assez que les gens essaient constamment de lui imposer leurs idées. Depuis qu'il a transmigré, il a du mal à croire qu'un autre transmigrant ne comprenne pas ce qu'il ressent. Bâillonnée, elle comprend que son pouvoir ne fonctionnera pas ainsi et le supplie silencieusement de ne pas s'approcher. Il se penche et promet de lui dire ce qu'il veut vraiment. La pauvre créature ne peut rien dire. Et honnêtement, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé ensuite. Plus tard, il claque la porte et elle sort derrière lui. Il regarde autour de lui et voit que tout le monde l'attendait. La fille est bâillonnée et a le visage complètement rouge. Tous les trois supposent immédiatement qu'il est un pervers et hanté. Cependant, Tianyuan semble ému. Il disait bien sûr que ce garçon deviendrait empereur. Seul quelqu'un utilisant l'attraction de son propre corps pourrait vaincre Dong Xuan et même la démone des plaines.
La réaction de chacun face à Yi les incite à ne pas se méprendre. Il l'a bâillonné pour sceller ses pouvoirs. Dong Xuan les rassure, leur disant de ne pas s'inquiéter, car leur nuit avec lui a duré bien plus longtemps. Avant que quiconque puisse réagir à cet étrange commentaire, un homme s'approche. Il les informe que l'Alliance rebelle s'est réorganisée et attend l'ordre de partir à la recherche du vin du dragon. Dong Su insiste pour les laisser partir, car elle s'en chargerait personnellement. Pour une raison quelconque, deux ans semblent effrayés en entendant cela. Une scène se déplace vers les montagnes où elle mène les troupes vers l'avant. Elle semble utiliser un certain pouvoir pour localiser les veines pendant. Notre garçon se rend compte que les rebelles sont difficiles à gérer. Ils ont construit leur base près de la veine du dragon, donc quiconque essaie de la chasser finira par être chassé par eux. Soudainement, à ce moment-là, Dong Xuan s'arrête, se retourne et dit qu'ils sont enfin arrivés. Une étrange énergie se dirige vers eux, révélant un endroit désolé. Tout est sec, sans vie, avec des os éparpillés sur le sol. Terry se demande si cet endroit maudit est l'endroit où se trouve la vigne du dragon. Les rebelles s'approchent alors d'elle et lui demandent si elle est au mauvais endroit. Comment la vigne du dragon peut-elle se trouver dans un tel désert? C'est alors qu'une explosion dorée éclate derrière elle et que quelque chose s'élève dans le ciel. Au milieu de tout cela, une porte gigantesque rayonnant de lumière apparaît. Tout le monde a immédiatement su qu'il s'agissait de la veine du dragon. Les rebelles se précipitent, désespérés d'entrer. Tandis que tout le monde fonce, deux yeux célèbres. Ils voulaient qu'il conquiert toute la veine du dragon afin qu'il puisse l'aider à gagner suffisamment de force pour détruire la nation Shan. Même la fille Gag rit. Cependant, Kyu veut tous les tuer, affirmant que la veine du dragon est liée au destin de la nation et que les rebelles ne doivent pas en prendre le contrôle. Mais Deux y a dit qu'il n'est pas pressé. Alors pourquoi est-elle si tendue? Shan Yuan dit que l'empereur a une sagesse inégalée. Ceux qui passent en premier déclenchent toujours les pièges. Tu Yi lève alors la main et dit qu'il est temps pour eux d'entrer. Sur ce, le groupe franchit les portes dorées. L'entrée derrière eux semble se fermer alors qu'ils entrent. Notre garçon est impressionné et se demande qui a bien pu construire quelque chose comme ça. Il s'arrête devant une porte. En entendant les gens crier que tout ce qui se trouve à l'intérieur leur appartient, Chen Yuwen remarque qu'il semble se retrouver dans une situation délicate. Il s'approche de la porte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Les rebelles sont enterrés sous des montagnes de trésors. Les hommes pleuraient, en disant qu'avec tant de richesses, personne n'avait plus besoin de ce soi-disant trésor du dragon. Zhao et Aina leur dirent d'aller voir d'autres pièces. Dans l'un d'eux, la secte des mendiants se battait avec la société Xianghe ou celui qui garderait les armes. Un vieil homme regardait un parchemin, disant que s'il l'avait lu étant enfant, il aurait été un génie des arts martiaux. Tout le monde se battait pour des trésors. Samerla Discord. Dong Xuan expliqua que pour être reconnu par la veine du dragon, il fallait avoir le bon caractère. Être tenté par des trésors aussi insignifiants était la marque d'une personne mesquine. Chen Yuan commenta que ce devait être la première épreuve de la veine du dragon et qu'il fallait rester prudent. Tu Ye a dit qu'un test aussi simple que celui-ci était facile pour lui. Dong Xuan se tourna vers lui, sachant qu'il n'aurait aucune difficulté puisqu'il avait déjà pris des décisions bien plus importantes. Mais soudain, elle lui demanda ce qu'il tenait dans sa main. Le garçon ressemblait en fait à un marchand portant deux sacs, un pot sur la tête et une épée. Il dit nonchalamment que ce n'était pas ses affaires. Elle gémit. Il lui a demandé s'il avait entendu ce qu'elle venait de dire. C'était un test de veine de dragon. L'ignorant, il entra dans une autre pièce, affirmant qu'il était certain qu'il devait y avoir un meilleur trésor. Shan Yuan se demandait pourquoi quelqu'un qui dirigeait une nation et avait vu d'innombrables trésors se laissait tenter par ce bric-à-brac. Notre garçon se disait que si ce test draconique avait pour but de déterminer s'il était cupide, alors il serait le plus cupide possible. En réalité, il voulait perdre des points, pas en gagner. Puis il vit un tas de cadavres sur le sol et se demanda s'il s'était battu pour ce tas d'ordures. En regardant autour de moi les trésors, il pensait qu'ils n'étaient pas beaucoup mieux que des reliques nationales. La seule chose dans cette pièce qui pouvait le tenter était son téléphone portable. Plus tard, il s'est approché du groupe, s'excusant, mais disant qu'il apportait un petit cadeau. Souriant, il dit qu'il n'avait pas apporté tout ce qu'il voulait, mais qu'il en partagerait un peu. Xiao attrapa 2 poignards.
Shen Yuan reçut une épée qu'il reconnut rapidement marquée de la marque du dragon. Dong Xuan s'émut devant un parchemin de technique ancienne. Xiao fut ravi de son cadeau. Étrangement, Yina reçut un fouet particulier. Tu Yi lui dit de le garder précieusement, car à son retour, il l'utiliserait sur elle. Ce garçon a une relation particulière. Dong Xuan pensa qu'au début, elle sentait une aura impériale autour de lui. Mais maintenant, elle se demandait si elle s'était trompée. Soudain, ils sentirent un étrange tremblement, et des pierres commencèrent à tomber du plafond. Ceux qui se trouvaient encore dans les salles au trésor furent écrasés. L'endroit entier s'effondre alors qu'ils crient à l'aide. La poussière s'élève partout. Quand ils regardèrent à nouveau, toutes les runes ont été enterrées dans les décombres avec des flaques de sang en dessous. Tu Yi était dévasté, réalisant que le groupe rebelle dont il avait si désespérément besoin était en train de mourir si facilement. En regardant le groupe, Dong Xuan a noté qu'ils étaient entrés avec 158 personnes. Mais le premier défi avait déjà tué plus de 100 personnes. Soudain, une voix résonna dans la salle, disant que le premier test sur la voie impériale était le test de possession. Te vous levâtes les yeux et regardiez son bras. Je me demandais si c'était le système, mais il ne semblait pas lui parler directement. La voix déclara que ceux qui étaient obsédés par les trésors du monde n'avaient pas la qualité pour devenir empereurs et furent éliminés. Seuls ceux qui portaient le monde dans leur cœur et gardaient l'esprit serein pouvaient avancer. Tous soupirèrent de soulagement d'avoir survécu. Il grommela, demandant à ce type s'il pouvait se taire, car il avait volé tant de trésors qu'il allait sûrement être expulsé. Mais la voix dit alors que seuls ceux qui utilisaient leurs trésors pour le bien d'autrui avaient le droit de gouverner ce monde. Aussitôt, une lumière brilla sous Tofti et la voix annonça que là se tenait la véritable grandeur. Le pauvre homme était dévasté, son visage se tordant de frustration. Chen Yuan, ravi, accourut, déclarant que c'était vraiment incroyable. Il posa une main sur l'épaule de Deux Ye, affirmant que c'était tout naturel pour lui d'y parvenir. Mais Deux Ye se retourna, visiblement mécontent. Aina resta là, se demandant comment il pouvait être aussi intelligent, lui qui était un transmigrant comme elle. Vraiment, le talent du garçon était terrifiant. Derrière eux, les autres voulaient savoir qui il était, et quelqu'un répondit qu'il était un créateur de transition de la nation Shan. D'autres rebelles murmuraient qu'en le regardant, ils percevaient l'aura d'un véritable empereur. Tout le monde dans la salle parlait de lui. 2D a essayé de sortir de la lumière rougeoyante, mais il le suivait. Il hurla au système d'éteindre ce projecteur parce qu'il lui donnait mal à la tête. Mais le système sur son bras le félicitait d'avoir réussi le test de possession des veines du dragon. Ainsi, il recevrait la bénédiction du lieu et l'aura impériale. Il demanda immédiatement si cette aura impériale augmenterait sa force. Le système répondit non. L'aura impériale était purement esthétique, lui donnant l'allure d'un empereur. C'était tout. Il était complètement anéanti de réaliser que cette soi-disant aura impériale n'était qu'un spectacle. Sur ce, la voix dans la salle annonce que puisqu'un concurrent a obtenu l'aura impériale, le prochain test va maintenant commencer sur le chemin de la reine impériale. Le prochain défi sera une épreuve de force. Soudain, plus personne ne voit plus rien, et quand 2D ouvre les yeux, il se retrouve vêtu d'une armure. Un groupe est rassemblé sous une tente, perplexe. Quelqu'un apparaît à l'entrée et appelle le maréchal, lui demandant de commencer le rassemblement militaire. Le but de ce test est de mener l'armée Muyang à la conquête de la ville de Songgu. Au sud de la carte se trouve la large rivière Lin Kong. L'armée de Muyang, dirigée par le maréchal Tu Yi, est stationnée près de cette région. À 21 miles au nord se trouve l'immense ville de Songgu, la cible de leur attaque. Xiongnu compte 5000 soldats, tandis que l'armée de Muyang en compte 20 000. Les deux camps disposent de suffisamment de ravitaillement. La bataille pourrait donc durer plusieurs mois. Compte tenu du nombre de soldats présents dans les fortifications de Seongwu, la victoire serait extrêmement difficile. Un soldat agenouillé informe le maréchal que plus de 5000. Les troupes sont tombées malades à cause d'une épidémie. Le moral des soldats est au plus bas et une décision urgente doit être prise. Chen Yuan et Deux Yi restent silencieux un instant. Chen Yuan se tourne vers Tu Yi et dit « Cette épreuve de force semble porter sur la capacité à conquérir le monde. Puisqu'ils sont apparus sous la même tente, ils appartiennent probablement à la même faction. »
Yi s'approche de la table et remarque que cela ressemble à une mission de jeu, et une mission difficile en plus. Shou commentait qu'en suivant le prince Tusu, elle acquiert une connaissance significative de la stratégie militaire. Normalement, pour conquérir une ville bien défendue, il faudrait 10 fois sa population. Mais non seulement il manque de personnel, mais leur armée est ravagée par une épidémie. Yi, lui, est ravi, affirmant qu'il adore les jeux extrêmement difficiles. Surtout quand la défaite est certaine. Cette situation l'excite encore plus. Mais il réalise alors que ce départ brutal doit être le même pour tous. Il existe toujours un risque que si tous les élèves échouent, ils obtiennent la meilleure note à ce test. Zhang Yuan soupçonne que Do Wei envisage d'utiliser la peste pour s'emparer de Seonggu. Malheureusement, ce serait une méthode extrêmement cruelle. C'est pourquoi De Yi semble hésitant. Si c'est le cas, Tian Yuan décide d'endosser le rôle du méchant et de prendre la décision à sa place. Il appelle De Yi et lui annonce qu'il a un plan qui pourrait facilement vaincre Sang-go. Pendant ce temps, ailleurs dans le test, Dong Zhuan arrive dans un campement où elle constate la propagation de la peste. Elle s'approche d'un vieil homme malade et utilise sa technique de guérison par l'eau. L'homme commence à se lever. Il dit qu'il se sent beaucoup mieux. Il la regarde et dit « Elle doit être une immortelle vivant parmi les humains, certaine que le maréchal les mènera à la victoire. » D'autres soldats infectés se lèvent, tombent à ses pieds et implorent son salut. Dong Zhuan ne sait pas quoi faire. Elle se souvient de l'époque où elle était enfant et essayait d'aider les affamés et les pauvres. Elle sait que seule, elle ne peut pas guérir des milliers de patients. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec un verre d'eau. Mais à ce moment-là, c'est tout ce qu'elle peut faire. Elle leur dit de ne pas paniquer, promettant que tant qu'elle sera là, tout le monde sera sauvé. Elle demande ensuite à des spécialistes des techniques de guérison de l'aider à soigner les malades. Écrivant sur une feuille de papier, elle remet une ordonnance avec les ingrédients nécessaires aux médicaments. Elle se lève et retourne guérir le peuple. La scène passe à une autre partie du test. À une table de banquet, Aina croque dans une pomme et se moque de l'idée que 20 000 soldats tentent d'attaquer une ville défendue par 5 000. Sans compter que beaucoup de leurs troupes sont infectées. Comment pourrait-il gagner de l'autre côté de la table? Quelqu'un dit que ce n'est pas si difficile. C'est Chen Siming qui affirme que capturer Songbu ne pourrait pas être plus facile. Il se penche et demande quand ils lanceront l'attaque. Siming suggère alors qu'ils infectent les 5 000, défenseurs d'une peste à propagation rapide. La ville tomberait en un rien de temps. Ils pourraient catapulter les cadavres infectés par-dessus les murs. Par coïncidence, c'est exactement le plan que Tian Yuan explique à Tu Yi. La seule difficulté serait de lancer les cadavres avec précision dans la ville. Tu Yi trouve Tian Yuan incroyablement cruel. Même le roi des enfers se plierait à un tel plan. La main sur le visage, De Yi murmure que c'est une stratégie vicieuse, pas celle qu'un chef sage adopterait. Tian Yuan affirme qu'il n'y a aucune pitié sur le champ de bataille, mais Yi De lui dit d'attendre. Il annonce qu'il a un bien meilleur plan. Un soldat à proximité se demande quel pourrait être ce plan. De Yi devrait savoir que pour envahir une ville comme Sanggu, il faut 10 fois plus de troupes. Mais avec ce qu'on leur a donné dans ce test, une invasion directe n'est qu'un rêve. Tuji admet que le moral de l'armée est bien trop bas. Il envisage de se replier vers le lac et d'attendre une meilleure occasion. Charmant monnaie pour elle-même. Elle pensait qu'elle attendait un plan réussi, mais il veut juste s'enfuir, sachant qu'ils ne peuvent pas gagner. Pire encore, il agit comme s'il avait eu une idée brillante. Mais en réalité, il se comporte comme un lâche. Chen Yuan, les mains sur la table, tente de se convaincre qu'il ne comprend toujours pas les plans d'un empereur. Il doit y avoir quelque chose de plus profond derrière tout cela. C'était dommage que ses connaissances militaires ne soient pas suffisantes pour comprendre les pensées de Sa Majesté. Tuji lève alors le doigt et dit qu'en plus de battre en retraite, ils emmèneront avec eux tous les soldats infectés, même ceux qui ne peuvent même pas marcher. Chen Yuan est choqué et affirme que c'est impossible. Les infectés ne peuvent être sauvés, et les emmener avec eux propagerait la peste et ralentirait l'armée. Mais Yi répond que personne ne sera abandonné. C'est ainsi qu'il traite ses soldats, et il demande si cette réponse satisfait Tian Yuan. Tremblant, Tian Yuan répond simplement que son humble serviteur ne s'y opposerait jamais. Je regarde simplement en silence.
La scène se déplace dans la ville de Seongwu. Lors du troisième test, un corps infecté se trouve à l'intérieur d'un sac. Une catapulte est préparée, tandis que les soldats sont terrifiés. Même s'ils refusent de participer à cette opération, l'officier est contraint de donner l'ordre de lancer les corps du haut du mur. L'armée de Seongwu crie à tout le monde de se mettre à l'abri. Mais quand ils lèvent les yeux, ils voient des dizaines de cadavres voler vers eux de loin. Ils entendent les soldats crier pour qu'ils rejettent les corps. Mais le commandant de l'armée attaquante leur ordonne de continuer à tirer. Les corps sont continuellement projetés, et il a déjà lâché son épée. Il ne peut plus continuer. Depuis si longtemps, ces gens étaient ses soldats. Mais une main se pose sur son épaule, l'incitant à continuer de donner des ordres. C'est Aina qui lui demande s'il a oublié ce qu'il désirait le plus après cette guerre. Il pourrait rentrer chez lui et se marier. Sous son hypnose, il accepte. Il dit qu'il peut le faire. Il s'éloigne tandis qu'elle s'essuie la sueur, agacée par la fatigue de gérer des soldats plaintifs. Simon la félicite. En parlant du pouvoir de la Vierge sacrée, sa puissance est vraiment impressionnante. Il a du mal à croire que Sang-Mu puisse survivre encore longtemps. La première nuit, ils lancèrent des corps. Les soldats postés sur les remparts les rejetèrent. Mais dans les 24 heures, ils ont arrêté, probablement parce que la peste s'est propagée parmi ceux qui étaient postés sur le mur. Les laissant terrifiés, Aina ordonne alors à Ouya de sauter par-dessus le mur et d'ouvrir la porte de l'intérieur. Aya charge rapidement et escalade facilement le mur. Avec quelques gardes au sommet du mur, Aya élimine les deux premiers avec aisance. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvre. L'armée applaudit, levant les armes, louant le génie de la Vierge sacrée. Simon remarque que cette victoire est trop facile, mais Aina lui en donne également le mérite. Elle lève les bras et ordonne aux troupes d'avancer. Avec impatience, l'armée commence à traverser les murs. Aina part à cheval, déclarant qu'il est temps de conquérir le monde. Cependant, dès qu'ils entrent, la ville est étrangement silencieuse et vide. Elle se demande ce qui se passe et pourquoi personne n'est dans les rues. Même avec la peste, ça ne devrait pas être si calme. Il n'y avait qu'une seule raison pour laquelle c'était si facile. Soudain, quelque chose s'approche par derrière. Les flèches pleuvent sur elle. Les soldats crient qu'ils sont pris en embuscade et crient de battre en retraite. Se retournant, elle voit les forces de Seongwu avancer. Un homme à cheval s'avance, disant qu'ils sont finalement arrivés. En sueur nerveusement, Aina demande qui il est. Il se présente comme Lu Yu, un praticien Seongwu spécialisé dans la manipulation de la peste. La scène revient au test 1. Lee Kanyuan portant désormais un masque, il semble épuisé. Les soldats lui demandent s'il va bien, et il leur assure qu'il faut continuer à déplacer les blessés. Soudain, quelqu'un appelle le seigneur Lee. C'est Sha, qui rapporte quelque chose d'étrange qui doit être résolu. Apparemment, cette peste a des propriétés magiques. Il soupçonne que la maladie est causée par quelqu'un. Son expression s'assombrit, et Sha le confirma. Avant qu'il puisse parler, il y a probablement un sorcier de la peste qui affecte les soldats de Seongwu. Shen Yuan réalise qu'ils ont évité de justesse le désastre. S'ils avaient envahi, ils seraient tombés dans un piège. En arrière-plan, Xiao écoute attentivement. Elle se demande si Touye s'en doutait déjà, et si c'est pour cela qu'il a voulu se replier avec Aina. Son armée est en train d'être massacrée. Leur plan n'avait aucune chance car la peste ne se propagerait jamais avec un sorcier dans la ville. Elle se rend compte qu'elle est tombée directement dans son piège. De son cheval, Lu Yu se moque d'elle pour son plan insensé de lancer des corps. Aina comprend désormais que ces cadavres ne représentent aucune menace. C'est pourquoi la ville fut si vite abandonnée. Lu Yue admet qu'elle est intelligente et cruelle, et qu'elle aurait peut-être réussi s'il n'avait pas été là. Aina sourit, disant que s'il meurt, elle a encore une chance. Elle ordonne à Avia de le détruire immédiatement. Mais Lu Yu tient bon. Aina jette un coup d'œil en arrière. Aya est effondrée sur le sol, vaincue. Devant eux, Liu déchaîne une aura de dragon vert immense. Aina comprend que sa seule option est la fuite. Elle s'enfuit, abandonnant le champ de bataille. Ses soldats appellent la jeune fille sacrée. Mais c'est trop tard. Elle est partie. Cependant, en arrivant à la sortie du château, elle le trouve bloqué par une foule qui tente désespérément de s'échapper. Immédiatement, elle ordonne à Oya d'escalader les murs. Cependant, quelqu'un attrape Aina par l'épaule, et d'autres lui tirent les bras, la suppliant d'être sauvée.
Ils crient qu'ils ne veulent pas mourir et implorent de l'aide. En voyant cela, Aina ne pense qu'à quel point ils sont agaçants et collants. Elle utilise son pouvoir, leur ordonnant de se sacrifier, leur vie pour la protéger de cet empereur. Mais tous répondent par un non catégorique. Leur désir n'a jamais été de mourir pour elle. Un soldat dit que son seul souhait était de rentrer chez lui et de se marier. Elle avait menti à tout le monde et avait utilisé la sorcellerie sur eux. Soudain, Aina crache du sang. Essayer d'utiliser son pouvoir sur autant de personnes à la fois la pousse à l'épuisement. Elle s'effondre au sol, les yeux fixés sur tous ceux qui s'approchent pour la tuer, la qualifiant de sorcière menteuse qui mérite de mourir. La scène se déplace vers des gens errants dans un désert, appelant à l'aide, criant à l'aide et disant que ça faisait très mal. Parmi eux, une jeune Dongshuan affirmant qu'elle pouvait sauver tout le monde. Il lui suffisait de devenir plus forte. De retour à son examen militaire, Dongshuan s'approche d'une pièce remplie de cadavres infectés. Elle utilise la magie de guérison et un homme se sent un instant mieux. Mais elle commence à s'épuiser et les soldats la supplient d'arrêter de se forcer autant. Si elle continuait, elle mourrait. Mais Dongshuan insiste, elle va bien. Puis, soudain, une idée lui vient. Elle se lève et dit « Ils ont raison. » Elle n'a plus besoin de continuer. Bientôt, tout cela prendra fin. Les remparts de la ville sonnent l'alarme, annonçant une attaque de cavalerie ennemie. Les soldats paniquent lorsqu'ils voient une fille entourée d'éclairs s'approcher. C'est Dongshuan, qui a décidé de tout arrêter elle-même. Lu Yue s'approche et lui demande si elle est la mage qui a réprimé son épidémie. Elle se présente en disant que son nom restera dans les mémoires dans ce monde. Lu Yu la félicite, disant qu'utiliser une magie précieuse pour sauver de simples fourmis était impressionnant, mais même elle avait été infectée, rendant tout cela inutile. Dongshin répond que cela n'a pas d'importance. Finalement, le vaincre sera bien plus facile que de sauver des gens. Un squelette apparaît derrière Lu Yue. Elle affirme avoir un cœur qui suit la voie droite. Au moins, elle est une adversaire digne d'un combat sérieux. Dongshuan écarte les bras et libère son aura, déclarant que c'est pour cela qu'elle est venue. Une explosion éclate et soudain, elle ouvre les yeux. Elle dit qu'elle est sur le point de gagner, mais se demande ensuite ce qu'est cette aura blanche qui l'entoure. Aina, à côté d'elle, lui demande si elle s'est enfin réveillée. Remarquant que Dongshuan avait dû être sévèrement battu pour se réveiller si désespérément. Ils avaient tous deux terminé le test. Dongshuan demande si Aina a été éliminée aussi rapidement. Ils commencent à se disputer avec Amit, se moquant d'elle en lui disant qu'elle a dû être vaincue par Liu Yue aussi. Dongshuan répond que si elle n'avait pas été affaiblie par la peste, elle aurait gagné. Mais elle réalise alors que même si elle avait économisé ses forces, elle n'aurait pas affronté Liu Yu. Il n'y avait donc aucune solution. Quel que soit le chemin qu'elle choisirait, la victoire était impossible. Avec le recul, Dongshuan voyait toujours allongé. Elle sait que sa force n'est guère supérieure à la sienne, alors comment fait-il pour tenir si longtemps? Pire encore, il arbore un sourire idiot pendant son sommeil. Pour elle, ce test semblait impossible. Mais maintenant, elle est curieuse de savoir de quoi il est capable. Pendant ce temps, de l'autre côté d'une vaste rivière, l'armée de Deux Yi approche. Debout devant la destruction, il se demande si les forces de Song pourraient être encore plus nombreuses. Inutile. Inutile. Il traîne délibérément son armée infectée et ses blessés, s'assurant que l'ennemi remarque leur faiblesse et tente de l'exploiter. Une fois la rivière traversée, il sera impossible de les vaincre. Regardant la montagne, il murmure qu'il leur a donné une chance de gagner, mais qu'ils ont complètement échoué. Shan Yuan commence à réaliser que Tudi attend que l'ennemi traverse la rivière pour pouvoir les frapper au milieu de la traversée et gagner. Peut-être que le fait d'amener les blessés et la peste faisait partie du plan pour appâter l'ennemi. Mais même un empereur ne peut pas tout prévoir. Bien que la carte montre un pont, elle ne révèle pas sa fragilité. Shen Yuan dit à Tu Ye qu'il n'y a pas de temps à perdre. Ils doivent traverser et se préparer. Mais Deux Yi pense qu'il y a beaucoup de temps à perdre puisque l'ennemi n'attaque pas. Il se souvient avoir dit à l'armée qu'il traverserait de la rivière. Mais rester là sans rien faire n'est pas utile. Il a besoin de quelque chose pour gagner du temps. Il jette un coup d'œil aux soldats près de la cloche et de Tianyuan. Alors que Tianyuan insiste sur le fait qu'il manque de temps, Tu Yi s'approche de ses soldats, leur disant que leurs frères blessés sont toujours en danger
Il ne pourra donc jamais traverser en premier. Chen Yuan se demande si amener les blessés était un piège ou s'il comprenait mal quelque chose. Tu y lève la main et déclare que parmi leurs rangs se trouvent des frères qui sont encore blessés. Les malades et les médecins traverseront en premier, tandis que les généraux garderont le pont. Aussitôt, un soldat verse une larme. Il s'approche de Tuye, l'appelant la réincarnation de Bouddha. Tout le monde pleure, disant qu'ils sont éternellement reconnaissants et qu'à partir de maintenant, il est propriétaire de chacune de leurs vies. Le reste de l'armée, en bonne santé, se sent en sécurité en suivant ce plan, car ils savent que s'ils tombent malades, ils ne seront pas abandonnés non plus. Pendant ce temps, d'autres pleurent, déclarant que c'est à cela que ressemble un véritable combat. 2 ans commencent à se demander pourquoi même ces PNG dans cette étrange histoire imaginent des choses maintenant. Mais avec tout le monde en pleurs devant lui, il n'a d'autre choix que de les laisser penser ce qu'ils veulent. Les soldats traversent le pont sous les yeux de Deuye. Puis il entend des pas derrière lui et se retourne, voit une armée s'approcher de la montagne. Chen Yuan tremble, disant qu'ils n'ont plus de temps. Il se tourne vers Tu Yi et dit au maréchal de traverser la rivière en premier. Mais Deuye reste ferme et dit que les blessés traverseront avant lui. Chen Yuan s'arrête un instant et dit qu'il est temps de prouver sa loyauté. Des hommes de son groupe s'approchent et s'excusent. À cet instant, Tian Yuan comprend déjà ce qui l'attend. Les soldats l'attrapent et crient de protéger le maréchal, à tout prix. Pendant ce temps, ailleurs, elle demande où ils sont. Avec Xiao dans la forêt, elle se demande si ce plan d'embuscade fonctionnera vraiment. Xiao se retourne et dit qu'elle commence à comprendre tout. Oui, c'est un pro des techniques de piège. Cette fois, ce ne serait pas différent. Shu remarque que Xiao s'est déjà laissé prendre à un plan similaire. Shou admet que c'est similaire cette fois. Tuye utilise les soldats infectés pour attirer l'armée ennemie hors des murs. Xiao demande pourquoi ils attendent là. Chou explique que Deuye choisira probablement de déclencher l'embuscade plus tard. Leur rôle est d'attendre et d'attaquer en renfort depuis l'extérieur. Une fois l'ennemi franchi les 3 cols, il attaquera par derrière. S'ils se précipitent, ils tomberont directement dans l'embuscade de Tuye. À la fin, l'ennemi sera encerclé des 2 côtés. Chou sourit et dit que c'est ainsi qu'ils remporteront une grande victoire. Mais soudain, un oiseau en origami s'approche. Chou demande ce qui ne va pas. Chou rapporte qu'une unité de cavalerie a avancé sur une autre route à 1 mile de là, ce qui signifie qu'ils ont installé leur embuscade au mauvais endroit. À ce moment-là, la cavalerie avançait déjà. Tian Yuan comprit qu'elle était condamnée. N'ayant plus le temps de traverser la rivière, les soldats forment un mur devant Deuye, disant qu'ils doivent d'abord sécuriser l'évasion du maréchal. Deuye maudit intérieurement ses PNG. Pensant qu'ils devraient mourir, il leur demande s'ils ignorent ses ordres. Il ordonne à tout le monde de traverser la rivière avec lui. Mais ils restent en place. Ils se demandent s'ils vont désobéir à un ordre militaire direct. Ils insistent néanmoins, exhortant le maréchal à passer en premier. Tuyi comprend qu'il n'y a pas d'issue. Il frappe la main d'un soldat et dit « Bien ». Chen Yuan regarde et pense que maintenant l'empereur peut se retirer paisiblement pendant qu'il retienne les ennemis. Mais il est alors choqué de voir Tuyi dégainer son épée et trancher le pont. Les soldats deviennent confus. Tuyi raconte qu'au début, il avait décidé de faire échouer complètement cette mission. Mais petit à petit, les choses ont changé. Il savait que cette armée était composée de PNG et qu'à son retour à la réalité, rien de tout cela n'aurait d'importance. Mais il en avait assez d'utiliser la vie des autres comme un outil pour accomplir une mission. Chen Yuan est stupéfait. Tuyi déclare savoir que ses soldats ne veulent pas mourir dans la honte. Alors, qui parmi eux le suivra au combat et affrontera la mort avec honneur? L'armée de Xiongwu poursuit son avancée. Leurs ordres étaient simples. Exploiter la retraite de l'ennemi et écrasez-le alors que son moral est au plus bas. Mais ce qu'ils ont découvert était tout autre. Une formation de lances pleine de résolution dirigée par Deuye lui-même. Les armées s'affrontent et les corps des chevaux sont projetés dans les airs. L'ennemi charge la formation de lances et se fait déchiqueter. Tuye reste immobile, observant la guerre se dérouler. Les ennemis continuent de tomber sous leurs yeux. Chen Yuan réalise qu'il avait une vision trop étroite. La tentative de Tuyi de traverser la rivière n'était qu'un leurre pour inciter l'ennemi à une attaque désespérée, lui permettant ainsi de contrôler le champ de bataille. L'un des ennemis s'arrête, confus.
Une lumière dorée irradie le visage de Yi, remontant le moral de ses soldats. L'armée Sangu pensait affronter des troupes vouées à la défaite. Mais maintenant, dos au fleuve, l'armée de Yi est pleinement motivée. C'est tout ou rien. Il a réussi à transformer l'esprit. L'esprit d'un peuple rongé par la maladie et menacé de mort. Yi lève son épée. Lui-même se demande ce qu'il fait. Dès le départ, il ne voulait pas gagner. Mais maintenant, d'une certaine manière, il ressent un étrange sentiment d'espoir. Quelqu'un s'approche. C'est Xiao et Sha. Xiao regarde en bas de la montagne et voit l'armée ennemie en contrebas. Elle dit que c'est l'occasion parfaite, mais Shi l'exhorte à attendre. Xiao insisté, disant que l'embuscade de Tu Yi a échoué et qu'ils doivent agir maintenant avant que toute l'armée ne soit anéantie. Cependant, Qiu prévient que l'ennemi a un mage puissant et fait tomber plus de troupes. S'ils attaquent maintenant, ce serait du suicide. Xia se demande si Xiao a peur, mais Xiao affirme fermement qu'elle ne l'est pas. Il lui suffit d'observer le champ de bataille. Les troupes de l'empereur n'étaient pas en train de perdre et elle croyait en lui. Shao ne s'attendait pas à ce que Douyi tienne si longtemps. Elle décide donc de coopérer pour l'instant. Elle est d'accord avec Sha, disant qu'ils attendront. Au moment où le mage envoie ses troupes restantes au combat, leur chance viendra. L'armée de Xiongwu continue d'avancer, qualifiant les soldats de Yi de fantômes malades et leur criant de mourir. Le champ de bataille était devenu une mare de sang, avec quelqu'un mourant chaque seconde. Un soldat de Xiongwu ordonne une retraite pour faire de la place à la deuxième vague. Mais lorsqu'ils tentent de se retirer, ils se heurtent à d'autres troupes. Ils se rendent compte qu'ils ont déjà été pris en tenaille. La cavalerie de Tu y crie que même malade. Ils se battront jusqu'à la mort. Ils chargent les forces Sangwu, promettant que personne ne sortira vivant. Un officier Sangwu, choqué, il ne comprend pas comment ces soldats mourants sont si résistants. Il se demande où est leur chef, l'accusant de se cacher et d'utiliser ses hommes comme des canons. Ma fille. Mais Yi est déjà à ses côtés et le décapite rapidement. Il affirme que l'épreuve, la victoire ou la défaite ne lui importe plus. Il va simplement donner tout ce qu'il a dans ce combat. À cet instant, sa puissance de combat atteint 95. Levant son épée, il ordonne à ses soldats de le suivre. Il charge, poussant tout le monde à avancer. Pendant ce temps, Liu Yue, debout avec ses troupes, il commence à se sentir mal à l'aise. Xiao dit à Shi de se préparer, car leur heure approche. Sur son cheval, Lu Yu admet qu'il le force à déployer ses dernières troupes. C'est impressionnant, mais c'est la fin pour eux. Il lève les bras et se moque de Yi, le jugeant trop jeune. Se laissant influencer par le champ de bataille, ses troupes commencent à avancer, confiant que même si sa ligne de front s'effondre, il pourrait se retirer à Xiongwu et défendre la ville. Mais soudain, l'expression de Lu Yu change lorsqu'il entend quelque chose derrière lui. Bien sûr, c'est Xiao qui mène une attaque surprise. Elle déclare que c'est leur dernière chance de soutenir Touaiye. Lu Yu est stupéfait, incapable de comprendre pourquoi une armée cachée l'attendait derrière lui. Pendant ce temps, Yi continue de trancher les ennemis. Il se concentre uniquement sur la victoire. Mais les forces d'élite de Sanmu commencent à se rapprocher de lui. Chen Yuan reconnaît cela comme l'atout de l'ennemi et craint que Lu Yu ne soit blessé. Une bannière est levée, mais est rapidement détruite. C'est Sha qui lance des boules de feu sur le champ de bataille. Chen Yuan observe, confus, un guerrier courir à travers le chaos. Il entend quelqu'un crier que le général de Song a été tué et que la reddition leur épargnera la vie. Un soldat s'arrête, se demandant quand la bannière du commandant est tombée. Puis un cheval le piétine. Les soldats sont transpercés les uns après les autres. À ce moment-là, l'armée de Xiongwu perd toute volonté de combattre et son moral s'effondre. 2. Les forces de Yi revendiquent une victoire triomphale. Au milieu du bain de sang, Lu Yue affirme qu'il n'est pas encore mort. Debout sur une montagne de cadavres, il affirme être encore en vie, mais quelqu'un à proximité affirme que cela n'a aucune importance. Shu pointe son épée sur lui, déclarant que tout était fini. Soudain, une aura rouge jaillit du corps de Lu Yu. En riant, il admet qu'à la fin, il a été vraiment vaincu. Il explose dans une aura verte, avouant qu'il ne s'attendait pas à un plan aussi brillant. Shen Yuan rit et demande si même l'embuscade de Xiu faisait partie de la stratégie de Tu Yi. Du début à la fin, c'était un chef-d'œuvre.
Mais De Yi affirme sans détour qu'il n'a aucune idée de ce dont parle Tian Yuan, plaçant sa main sur sa poitrine. Tian Yuan jure de devenir quelqu'un qui comprend l'empereur sans avoir besoin de mots. Soudain, Tu Yi s'arrête et regarde sa main tremblante. Il se retourne et toute l'armée éclate en acclamations, criant qu'ils ont finalement gagné et qu'ils peuvent rentrer chez eux. Yi regarde ses soldats pleurer de joie et reste immobile, pensant qu'au final, il l'avait vraiment mérité.